Yo la troupe s'émotive et aujourd'hui j'ai envie de vous parler du pouvoir de la transmission orale. Transmission orale qui est une grande tradition et qui a été une grande tradition, qui l'est encore je pense, dans nos sociétés d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique centrale, d'Afrique du Nord, d'Afrique de l'Est même. Ça fait partie de ces éléments culturels-là qui sont assez communs dans toute l'Afrique. Déjà disclaimer, l'Afrique connaissait l'écriture. En tout cas, il y a pas mal de peuples en Afrique qui avaient développé leur système d'écriture, leurs symboles, etc. Mais ça ne revêtait pas la même importance que par exemple les écritures gréco-latines. C'est une réflexion qu'on avait eue avec Axel et Akira, donc deux auteurs de Tama. Sauf que le son n'était pas très bon, il y a eu quelques coupures par-ci par-là, donc je ne peux pas vous mettre l'extrait du podcast tel quel, donc je vais plutôt répéter un petit peu ce qu'on a dit, développer aussi, et je mettrai quelques extraits intéressants par-ci par-là, piochés, pour enrichir le podcast. Voilà. Franchement, est-ce que vous êtes fiers de nous? Parce que là, franchement, on est en train d'enchaîner. On est en train d'enchaîner. Ça fait, je pense, la quatrième vidéo en 4 jours. Rien que pour ça, ça mérite le petit like. Ça mérite le petit like, ça mérite le petit commentaire. On essaie de vous régaler pendant vos sessions de dessin, pendant que vous êtes en train de créer vous-même. On vous accompagne avec des réflexions intéressantes, quelque chose qui puisse enrichir l'âme, j'ai envie de dire, et la créativité. Donc voilà, on va essayer de continuer sur ce rythme-là pour nous encourager, les gars. Petit like, petit commentaire, on les lit tous. Et bientôt, on refera des vidéos où on réagit aux commentaires les plus pertinents, comme d'habitude. Autre chose aussi, les gars, Tama numéro 0. Oui, je le répète et je le répéterai à chaque vidéo. Mais là, on est un petit peu en train de galérer. Franchement, on est un petit peu en train de galérer. Il nous reste 24 jours précisément pour pouvoir réunir 50 précommandes. Généralement, sur mes vidéos, on fait plus de. Sur ce genre de podcast, on est capable de faire plus de 200 vues, 300 vues. Donc là, on est à 11 précommandes sur 50. Il suffit qu'une trentaine d'entre vous, une quarantaine d'entre vous précommandent le livre pour que ça soit bon pour nous, on puisse l'imprimer, on puisse se développer et accomplir notre vision. Voilà. Et même un soutien, il y a la version numérique qui est à 10 euros, même un don, un soutien pour la maison d'édition, c'est toujours pertinent. Et n'oubliez pas le bouche à oreille. N'oubliez pas que ce soit pour ce podcast, que ce soit pour Tama, et voilà, de parler autour de vous à des gens à qui vous savez que ça puisse plaire. C'est vrai qu'en Afrique, on fait face à quelque chose de très dérangeant, de très pernicieux. C'est la disparition de nos cultures, la disparition de ce qu'on a été en tant que peuple ou en tant que civilisation avant les influences et la colonisation donc occidentale, etc. Bon, je sais que tous les pays ne sont pas équivalents à ce niveau-là. Tous les pays ne sont pas équivalents à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'il y a des pays qui arrivent plus ou moins à conserver leurs traditions. Mais le truc, c'est que les moyens de conservation sont très différents parce que généralement, le problème qui va se poser, c'est que quelqu'un qui, par exemple, vit en Europe et veut faire des recherches sur telle pratique culturelle à telle époque, à telle date, les ressources vont être très peu nombreuses. Ça va être vraiment très peu nombreux et ça s'explique par plein de choses. Ça s'explique par le déracinement total qu'il y a eu à certains moments, l'effacement volontaire de certaines pratiques culturelles, de certains trésors cachés de la part des colonisateurs, ce qui fait qu'il reste peu de traces, et aussi, et c'est là où vient le sujet du podcast, une tradition qui favorisait plus la transmission orale, de par l'intermédiaire des griots. D'ailleurs, il y avait différents types de griots qui avaient différents types de rôles et qui transmettaient différents types d'histoires. Comme l'a dit un grand écrivain malien un jour, quand un griot s'éteignait, c'est toute une bibliothèque qui partait. Mais normalement, si le griot a bien fait son taf, il le transmettait à un autre griot, qui le transmettait à un autre griot, qui le transmettait à un autre griot. Et du coup, chaque griot avait le pouvoir et le devoir surtout de préserver un petit peu le savoir. Mais du coup, on peut s'interroger sur l'efficacité de cette tradition-là. C'est beaucoup plus intéressant de développer des livres et l'imprimerie pour diffuser le savoir au plus de gens possible, pour qu'entre guillemets les choses se perdent moins. C'est la diffusion de la libre information de partout, etc. Sauf que ça c'est pas infaillible. Et ça a aussi beaucoup de problèmes. Quand l'imprimerie est arrivée, il y a eu beaucoup de problèmes de falsification, de fraude, et la multiplication des informations fait qu'il y avait beaucoup d'informations qui ont été noyées. Et si aujourd'hui, dans les sociétés européennes, on arrive à retrouver, à, à
à bien retrouver certaines pratiques culturelles ou à bien retracer l'histoire, c'est plutôt grâce à la science, à l'archéologie, à la génétique, que véritablement en se basant sur les écrits. Parce que les écrits, tout le monde peut écrire, tout le monde peut imprimer, tout le monde peut truc. Il y a une moins bonne politique de confidentialité. Alors que la transmission de griot à griot, elle était contrôlée. Il y avait des garants de la mémoire, des garants du savoir qui étaient choisis et destinés à cela. C'était, comme l'a dit Akira Junior, une politique de confidentialité très efficace. Et si on doit un petit peu tirer l'analyse jusqu'au monde moderne là, tout ce qui est les plateformes algorithmiques, les réseaux sociaux ou tels Facebook, Twitter où on s'échange en fait des écrits, etc. Je trouve que c'est un peu un héritage de la technologie de l'imprimerie qui a dominé l'Europe de l'Ouest pendant un certain temps, qui a amené après le journalisme, qui a amené tout un enchaînement de choses pour nous arriver aux médias sociaux là, qui fait que maintenant on a un problème où il y a trop d'informations, il y a trop de choses qui sont dites, tout est leur contraire. Donc maintenant qu'en plus qu'il y a des IA, etc., on est sur une surcharge d'informations où on ne sait pas trier le vrai du faux. Parce que n'importe qui peut dire n'importe quoi et avoir de la puissance algorithmique. Et ça, c'est directement un héritage de la tradition de la diffusion d'informations qui vient directement de l'imprimerie et donc de l'écriture. Prenez un événement funèbre qui s'est passé en Europe de l'Ouest au 15e, 17e siècle, la chasse aux sorcières. La chasse aux sorcières, ça part d'où? La chasse aux sorcières, ça part d'un mec un peu frustré et très misogyne qui écrit un bouquin pour dire que la plupart des femmes seraient des sorcières. Comment les exorciser, comment les tuer, etc. Il écrit ce livre. À la base, il est rejeté par les autorités catholiques, religieuses, etc. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il écrit ce livre, parce qu'il est rejeté, on va dire, pour toutes ces idées-là. Mais il arrive pile au moment où il profite de l'imprimerie, où il profite de cette nouveauté-là, cette nouveauté technologique-là, pour imprimer et réimprimer. Il y a au moins une trentaine de réimpressions de ce livre-là. Alors, à chaque fois qu'il réimprimait et qu'il faisait une réédition de son livre, elle se faisait ban. Mais il en faisait, il en faisait, il en faisait, et il a pu propager ses idées à Macmill. C'était du jamais vu dans l'histoire à l'époque. Et on sait, plus un truc est diffusé, propagé, plus il prend de force et de crédibilité dans la tête des gens. On a tous un biais narratif où plus une information est répétée, plus elle va nous paraître normale et vraie. Il profite de ça, ce qui fait en une dizaine d'années après, on arrive totalement sur ce phénomène triste et tragique qui a provoqué la mort de plein de femmes et de plein d'enfants, qui est la chasse aux sorcières. Si je dis ça, c'est pas pour totalement décrédibiliser l'écriture. Bien évidemment, l'écriture c'est incroyable, c'est un des meilleurs trucs de l'histoire de l'humanité, même l'imprimerie, tout ça. C'est pour dire que c'est pas infaillible. Et je pense que actuellement dans notre monde moderne là, tout ce qui est les complotismes, les fausses informations, tout ce problème-là qu'on a qui crée énormément de, de dégâts sociaux, sont un héritage de cela pour moi. Et selon encore mon analyse, là, on est vraiment dans la spéculation, mais comme j'ai dit, il y a beaucoup de peuples qui avaient développé l'écriture en Afrique. Il y en a pas mal, il y en a beaucoup. Rien que dans mon pays à moi, le Cameroun, je peux vous en citer au moins 3 ou 4. Donc, c'est pas qu'ils n'avaient pas développé ça, c'est vraiment que ils devaient avoir des gardiens du savoir. Et ces gardiens-là devaient être sélectionnés, triés, et on ne devait pas faire n'importe quoi avec notre savoir-faire, et notre information. Et pour ça, rien de mieux que la transmission orale. Vous allez me dire, mais on peut mentir, on peut faire ceci, on peut faire cela. Oui, c'est pas infaillible. On peut bien évidemment mentir. Il peut y avoir aussi le phénomène du téléphone arabe, mais tout ça était des choses qui étaient... ces peuples-là avaient conscience de ça. Maintenant, je pense, comme le dit Axel, le problème qu'il y a eu avec ça, c'est qu'il y a totalement un lien qui s'est rompu entre avant et après la colonisation et l'influence européenne, occidentale chez nous. Ce qui fait que
Le lien a été brisé entre les garants et on n'a plus vraiment de moyen de retrouver par ce biais-là efficacement les choses qu'on a perdues. Donc il faut passer par la science là maintenant. La génétique, l'archéologie et voilà, toutes les méthodes scientifiques. Ça c'est bien. On va dire ça c'est bien, c'est même un défi, c'est même quelque chose d'intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de choses à retrouver. Moi je vois personnellement le verre à moitié plein. Parce que je trouve qu'il y a pas mal de choses et on découvre chaque année pas mal de nouvelles choses, pas mal de nouvelles histoires, pas mal de, ouais, de nouvelles informations sur ce qui s'est passé, sur ce que certains peuples faisaient, sur l'histoire de certains, sur la connexion, l'interconnectivité entre plusieurs peuples, etc. Franchement, ça c'est chouette. Mais après, c'est ce qu'on disait avec Akira, je pense pas que les griots soient totalement morts. Je pense que surtout si vous êtes africain, et que vous allez dans votre village ou vous parlez à certains anciens, ils vont vous raconter des histoires qui se sont passées. Il y a des histoires qui, maintenant, la science les valide, mais que nos anciens nous racontaient ça bien à l'époque. Que ce soit des histoires réelles ou même des légendes. C'est pour ça que je dis souvent, si vous voulez vraiment vous documenter, il faut déjà connaître la langue, apprendre à parler la langue et parler avec vos anciens. Parler avec les anciens, aller dans certains villages. Il existe encore des personnes, par exemple, moi je le sais, dans mon village à l'ouest du Cameroun, il y a des personnes dont c'est le métier. Donc c'est le métier de vous expliquer pourquoi tel masque a été fabriqué de telle façon, pourquoi telle, telle arme a été fabriquée de telle façon, c'était sous tel roi, pourquoi ceci. Donc je suis pas totalement d'accord avec le fait que les griots soient morts. Je pense encore que c'est une pratique qui, qui existe encore. Il y a encore des gens qui sont dévoués pour ça, mais on leur donne pas assez de valeur. En fait, je trouve qu'en tant qu'Africain, on leur donne pas assez de valeur parce que déjà, on part du principe qu'ils mentent et que tant qu'il n'y a pas de preuves archéologiques, ce qu'ils disent c'est faux et on va chercher sur Internet. Ça, je trouve que c'est pas bien, c'est pas top. En plus de cela, après, on va passer sur tout ce qui est les questions narratives, artistiques et tout plus tard. Mais en plus de cela, ce sont des histoires, ce sont des informations qui échappent totalement à l'IA, qui échappent totalement aux algorithmes, qui échappent totalement à ce gros système de contrôle-là. Ce qui leur donne et ce qui vont leur donner encore plus de valeur dans le futur. Ce sera vraiment des perles cachées, des trésors rares. Et malgré qu'on veut faire toute cette démarche scientifique de se réapproprier notre histoire, enfin de la connaître et de connaître de toujours de plus en plus, de toute façon c'est un travail qui se fait indéfiniment, il faut quand même penser à cette logique-là de confidentialité qui est un vrai questionnement mondial maintenant et de véracité de l'information. Enfin, il y a le côté véracité de l'information et le côté aussi confidentiel. Il y a aussi le côté protection. Il y a aussi le côté, c'est pas tout le monde qui peut s'accaparer de n'importe quelle information et la repartager et en faire je ne sais quoi, à les donner à des algorithmes, à des IA. Ça aussi, c'est un problème qu'il faut régler. Maintenant, ce qui est incroyable avec la tradition orale, la transmission orale, et c'est là on va passer sur un autre sujet, c'est le potentiel narratif. Ce que je disais dans notre discussion, d'ailleurs je vais vous mettre un extrait. Dessine. Bah moi justement c'est ça mon point. C'est que d'un point de vue artistique et narratif, j'ai l'impression que la tradition orale a plus d'avantages que la tradition écrite. En tout cas, a d'autres avantages en fait qui peuvent être très pertinents artistiquement que la tradition écrite. Ça, tu le vois même dans dans la manière qu'ont les gens de raconter une histoire au pays. Genre,
c'est un peu cliché ce que je veux dire, mais quand tu viens au Cameroun, la raison pour laquelle tu ne t'ennuieras jamais et que tu ne seras jamais, on va dire fondamentalement triste, même s'il y a rien à faire, c'est que tout le monde est intéressant au Cameroun. Quelqu'un qui te raconte quelque chose, il est intéressant. En fait, il y a personne d'ennuyant, j'ai l'impression, tu vois? Il va tellement, en fait, avoir une gestuelle, une manière de s'exprimer, un sens inné du storytelling. Un sens en fait, j'ai ça, c'est vraiment un truc, quand tu viens ici, tu es en France, par exemple, tu discutes avec les gens, 90 q allez, 2 personnes sur 3 ils sont inintéressants, tu vois? Ils ont quelque chose à dire, ils bafouent un peu, ils savent pas quoi dire, ils tu vois, ils ont les mains qui se touchent, ils savent pas vraiment s'exprimer, ni transmettre des émotions. Alors que quand tu C'est viens ça. au Cameroun, moi je prends l'exemple du Cameroun parce que je suis camerounais, et que tu viens passer un séjour, même si tu vas nulle part, juste tu te poses quelque part dans un bar, on t'offre quelque chose à manger et tu écoutes les gens parler, tu vas mourir de rire. En fait, tu vas mourir Ouais, Soi-même tu vas mourir de et pas que rigoler, hein. Tu Moi je me rappelle, je peux faire pen tu peux parler avec des anciens qui te parlent, de telles histoires, mais pendant des heures. Le gars ne se fatigue pas, de toute façon il a pas de travail, il y a pas de travail. ouais, même ceux qui ont du travail. Toi, tu sais, ce que tu dis, en fait, c'est là où je voulais dire les compteurs et les griots ne sont pas morts, ils ont muté. Et la vérité, on ne peut que la trouver chez ceux qui le font. C'est-à-dire, ils ne font plus ça sous la forme de je me m'assois, il y a les gens. On a pris notre héritage, on l'a dispatché et tout le monde peut raconter notre héritage maintenant. Maintenant, le souci, c'est le travail de recueillir et d'emmagasiner. Parce que, je vais te prendre un exemple. Une fois, on était à un atelier où on travaille et tout. Et généralement, à la pause, on s'assoit sur la table. Il y a des histoires que les gens racontent. Je te jure, si tu viens t'asseoir, toi qui n'es pas camerounais, tu viens t'asseoir avec eux pendant une semaine, le nombre d'histoires que tu vas avoir de là, tu as assez de matière pour faire la bête de toute ta vie. Hmm. Non, mais c'est vrai, Parce hein, que entre un collègue qui va te dire que non, il a amené à la maison, on a un braqueur est venu pendant, mais on a tout ramassé. Enfin, ça, c'est une Camerounaise. Je ne sais pas si tu peux avoir ça n'importe quoi. Et sa manière de raconter l'histoire. Et pour l'autre qui va te dire qu'il est rentré d'un voyage, il a eu mal au ventre, il était indisposé durant tout le voyage, traité même avec. déjà, par exemple, là, Ouais. la dernière fois et ça, je me dis, tu vois, c'est pas que à l'oral qui peut être repris. Genre, quand tu prends et ça, il faudrait ça amènerait quelque chose d'intéressant, c'est, là, il faut que je me mette à lire beaucoup plus, encore plus, par exemple, de littérature camerounaise, des anciens et tout pour voir. Mais ça, c'est des choses qui influencent aussi, les médias, plus écrits ou même la bande dessinée, qui peuvent tout influencer. Je regardais une vidéo d'un gars qui parlait de football, tu vois? Il disait comment en fait, une action banale. Il disait comment, en fait, il, heu, il faisait une passe au foot. À quelque chose de banal, une passe lointaine, tu vois? Une transversale. Il expliquait ça. Mais le gars, quand il t'explique comment il a fait la transversale, en fait, même Blue Lock, il peut aller se rhabiller. Genre même Inazuma Eleven, il peut aller se rhabiller. Le mec t'explique comment il fait une transversale, c'est tellement intéressant. En fait, ça m'a donné envie de faire une hist en fait, juste d'essayer de capturer, en fait, l'intérêt qu'il a mis et d'essayer de le transfigurer en bande dessinée, tu vois? Tu vois, on Mmh. parle beaucoup de tu vois, on parlait de style et cetera. Le shonen, c'est quoi? Le shonen, c'est juste une exagération des sentiments, tu vois ce que je veux dire? C'est un style proprement japonais qui a des racines plus profondes, tu vois? Du dévouement des japonais, de quelque chose de plus profond en eux. Donc l'esprit neketsu plus précisément que shonen. L'esprit vraiment neketsu qui veut dire, je crois, sans bouillonnant ou quelque chose comme ça. C'est vraiment quelque chose Mmh. qu'ils ont développé en se basant, tu vois, sur
sur eux-mêmes, tu vois? Gars, il y a pas besoin de Chanel au Cameroun. Ça sert à rien de faire un Chanel au Moi, Cameroun. Au Cameroun, juste tu de moi, capturer écoute quelqu'un, il parle de football au Cameroun. Juste écoute quelqu'un, il t'explique comment il joue au foot au Cameroun. Tu pas besoin de Shonen, juste il t'explique. Déjà avec les surnoms incroyables. Quelqu'un il va dire moi, en fait, lui il dit que non, lui il est la boue. C'est-à-dire qu'au milieu de terrain, lui c'est la boue. Que non, il fait ci, qu'il fait ça. C'est en fait, ça je me ouais, dis, en fait, il y a tout moi, déjà. Les Africains ont le potentiel d'être les meilleurs conteurs de l'histoire. On est les meilleurs et conteurs en de fait, l'histoire factuellement. ça se limite pas au Cameroun, hein. Moi, Oui. tu sais, j'ai eu l'avantage de voyager en Afrique. Au moins, les pays africains et les peuples africains, je les ai. Et en fait, tu vois, ça se limite pas qu'au Cameroun, Côte d'Ivoire, Sénégal, Éthiopie. Je pense que la première fois que j'ai écouté, j'étais choqué. On est tellement similaires dans notre manière de raconter et de tout. Et moi, une fois, j'ai dit à quelqu'un que j'ai pas besoin de réfléchir pour faire une histoire au Cameroun. Je m'assois là, ou au bar, ou au carrefour, et je regarde la gestuelle, les onomatopées, c'est-à-dire, je sais pas si c'est comme ça chez vous, mais les onomatopées, c'est quelque chose qu'on va te dire, quand il marche, il a Mhm. compris quelque chose à faire, pangalang, pangalang, c'est pas quelque chose, Ouais, c'est c'est pas une vrai. onomatopée. C'est vrai, c'est vrai. Les trucs comme ça, les C'est- types, les machins, les même On, les on expressions, Les- partage ça. par exemple, Ouais, qu'on a mis: «Tu vas lire l'heure». En fait, cette phrase, quand on te dit: «Tu vas lire l'heure», en fait, ça n'a tellement aucun sens que tu te méfies. En fait, ça n'a Oui, aucun oui. sens. et en fait, C'est souvent des expressions, c'est souvent des expressions dans nos langues qu'on a traduit en français. En français, ça n'a pas de sens, mais dans nos langues, ça a son sens, ça a vraiment l'impact que ça doit avoir. ouais, et en fait, moi, je dis aux gens, c'est normal que quand je fais ma BD, parfois, tu n'as pas, prends pas ma trame narrative directe. Parce que, à un moment, et c'est ce que je disais dernièrement à moi, c'est une autre manière d'exprimer. En Afrique, on n'exprime pas le pouvoir de manière, on ne dit pas, Kamehameha, on te lance un pouvoir. Non, on ne dit pas, euh, extension de territoire, on te fait sortir le pouvoir. Non. On rappelle l'origine du pouvoir avant de te frapper avec le pouvoir. Tu vois un peu, on va dire Mmh. que c'est l'âme de mon père qui a été tracée dans les douleurs et dans la souffrance. On te rappelle l'origine du pouvoir avant de te frapper avec le pouvoir parce que ça a plus d'ampleur. C'est un exemple. Et en fait, la narration, en fait, en Afrique, c'est inné. C'est pour ça qu'Axel dit que les griots sont morts. Non, on est là, nous tous, là, on est tous des griots maintenant. Il faut juste qu'on se concentre sur l'histoire qu'on veut prendre. Ouais, Parce que quand quelqu'un après, il te Ouais. parlait dit, plus du côté scientifique, je pense. oui, le côté scientifique et le côté représentatif, vraiment, ils disparaissent, tu vois.